Pour ceux qui ne connaissent pas, le Centre wallon de recherche agronomique, un organisme d'intérêt public, donc une OIP, donc qui développe des activités de service, d'une part, et des activités de recherche, d'autre part. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a développé depuis 3 ans une cellule transversale de recherche en agriculture biologique, grâce donc à l'appui du ministre de l'Agriculture de l'époque et la volonté de plusieurs personnes au sein du centre de recherche de développer ce type de recherche. Donc, le centre est connu donc, par rapport à ses activités, au niveau de l'horticulture, par rapport donc, au conservatoire de fruits qui s'est développé il y a une 30aine d'années. Donc, dans lequel donc, se retrouvent des centaines de variétés de pommes, de poires, de prunes et de cerises. Et de là, donc, s'est développée notre expertise en arboriculture fruitière, notamment par des recherches aussi ciblées sur la production de fruits biologiques. Donc, pourquoi une formation sur le maraîchage sur sol vivant aujourd'hui ? À travers donc, toutes nos observations qu'on peut faire depuis des années, on voit que les sols sont quand même fort maltraités et que peu de prudence est menée donc, au niveau des sols, vraiment un peu dans tous les domaines, que ce soit dans les grandes cultures, mais aussi dans l'horticulture. Et donc, on retrouve régulièrement des sols vraiment très tassés, déstructurés, dégradés, peu vivants, très pauvres en matière organique, fortement dépendants d'intrants du coup, qui proviennent de l'industrie, qui nécessitent aussi beaucoup d'énergie pour être travaillés, enfin, et sujet finalement donc, à l'érosion. Donc, or, un des principes de base de l'agriculture biologique, c'est vraiment de travailler au niveau du sol, de nourrir la plante par le sol. Donc, c'est vraiment repris dans la définition de base qui a été faite il y a plus de 40 ans donc, par l'IFOAM, qui est la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique. Et ici, vous retrouvez la définition, je ne vais pas la lire en détail, mais vous retrouvez ici le fait que donc, vraiment, donc, c'est le sol qui est la base pour soigner et nourrir les plantes de façon convenable dans cette approche d'agriculture. Donc ce qu'on cherche et ce que cherche le maraîchage sur sol vivant, c'est recréer un sol vivant, bien sûr, avec une réduction du travail du sol et développement un maximum de développement de couverts végétaux. Donc avec comme conséquence, grâce aux apports importants aussi de matières organiques carbonées, on peut développer donc, une forte activité biologique et finalement créer un sol beaucoup plus structuré, grumeleux, comme on peut voir ici sur la photo, et résilient. Mais tout ça, on va le développer au cours de ces 2 journées de formation. Et finalement, donc, une moindre dépendance vis-à-vis des matières organiques et des fertilisants organiques d'origine industrielle. Donc, pour vous situer un petit peu, donc, depuis 2 ans, donc, le CR1 développe des recherches dans ce domaine, au niveau de la station elle-même, mais aussi en relation et en partenariat avec des producteurs, donc quelques producteurs en région wallonne. Alors, l'année passée, le 10 février, on a organisé une journée de formation avec Konrad Schreiber, qui nous a donné plutôt une introduction théorique par rapport à cette démarche. Et donc, on était un peu sur notre faim et on voulait vraiment rentrer plus en profondeur et plus en détail par rapport aux itinéraires techniques. Il y avait vraiment une demande du secteur par rapport à ça. Donc, l'idée était de d'abord faire une visite en Normandie chez un peu les pionniers de cette méthode, qui sont Daniel et François Mullet, en Normandie. Et donc, on a organisé cette visite l'été passé, donc il y a exactement 1 an. Et suite à ça, voilà, on sentait qu'il y avait vraiment un intérêt pour continuer dans ce sens, beaucoup de demandes du secteur. Donc voilà, on a organisé ces 2 jours avec un grand intérêt aussi de notre part, quoi. Voilà, il reste aussi beaucoup de questions par rapport à cette approche, et donc j'espère qu'on va avoir beaucoup de réponses aussi. Comment créer un sol auto-fertile, comment gérer les couverts et engrais verts, quel type de matière organique apporter, comment semer et planter dans ces matières organiques superficielles, comment éviter les fins d'azote, comment gérer les adventices. On a toutes sortes de questions qui préoccupent les producteurs et donc qui nous préoccupent aussi et qu'on voudrait
vraiment mieux maîtriser, quoi. Comment maximiser le réchauffement du sol au printemps? Souvent, le sol est très froid au printemps ici dans nos régions. Donc, si on ne retourne pas le sol et s'il est couvert, etc., donc le sol reste beaucoup plus longtemps froid au printemps. Donc, ça retarde les possibilités de culture. Comment assurer une bonne installation, transition? Quels sont les outils disponibles et spécifiques au maraîchage sur sol vivant? Donc, évidemment, la question des limaces et des campagnols dans tout ça. Donc, tout ça suggère beaucoup de questions. Et puis finalement, donc on verra et on étudiera ensemble l'intérêt qu'il y a à créer finalement un groupe d'échange sur ce sujet plus dynamique et plus régulièrement ici en Belgique. Voilà. Donc je laisse la parole peut-être à Prisca, si tu veux présenter BioWallonie. Donc, bonjour à tous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Moi, je fais partie de la structure BioWallonie, donc c'est l'ASBL qui encadre les producteurs bio ici en région wallonne. Donc, ça va des maraîchers aux agriculteurs en grande culture, aux éleveurs, etc. Donc, ici, par contre, moi, je m'occupe spécialement des maraîchers. Et donc, dans ce cadre-là, on organise des formations. Il y a la vulgarisation qui se fait au travers de l'itinéraire bio, dont vous connaissez sans doute déjà la revue. Et puis aussi, je fais des visites chez les producteurs. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Je suis joignable. Voilà. Bonjour à tous. Et donc, moi, c'est François. Donc, je fais partie de l'ASBL Début des haricots, et donc qui co-organise avec BioWallonie et le CRA l'événement. Et donc, voilà, en deux mots, en fait, au sein du Début des haricots, j'encadre un espace test de maraîchage en périphérie bruxelloise. Et en fait, on a mis en place un projet de recherche directement lié à cet espace test qui vise à étudier la viabilité du maraîchage sur petite surface. Et certains des maraîchers de cet espace test appliquent la technique du maraîchage sur sol vivant, d'où notre intérêt dans le cadre de ce projet de recherche et du Début des haricots de co-organiser cet événement et d'y prendre part. Voilà. Et je travaille avec Noémie qui est là, qui est une des chercheuses de ce projet de recherche Ultratri. Voilà, comme ça vous avez une vue globale sur qui organise cet événement et d'où c'est venu. Et alors il y a aussi Mathieu, puisque c'est quand même à son initiative que ça a été lancé, qui est donc un des maraîchers à Montdonnet, donc chez qui on va faire la visite tout à l'heure. Donc ce coup-ci, c'est à moi. Donc je m'appelle Laurent Belge, je ne sais pas si c'est la peine que je me présente au niveau de mon patronyme. Je suis maraîcher depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire je m'intéresse à l'agriculture biologique depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 49. Et je suis maraîcher depuis plus de 25 ans, un truc dans le genre, dans ces eaux-là. Et je suis installé chez moi depuis 2000, donc ça fait 17 ans. Donc ce que j'espérais moi au début, quand j'ai commencé l'agriculture biologique, j'étais dans cette idée de préserver les sols, créer des écosystèmes. Et donc ce que j'espérais, c'est laisser au minima la fertilité qu'on m'avait donnée. Et pas la faire descendre en dessous de ce qu'on m'avait donné, quoi. Et du coup, j'ai suivi un cursus agricole classique. Je me suis viré de l'école agricole, j'avais 15 ans, mais je l'ai quand même fait un petit peu, quoi. Et c'était plutôt axé sur une vision très rationaliste et très, très axée sur la génétique, la gestion de la fertilité par l'NPK et tout ça. Ça remonte quand même, j'avais 15 ans, donc ça remonte un bail, quoi. La mécanisation. Et moi, plutôt, j'ai toujours rêvé de créer un jardin qui soit à la fois assis sur des techniques qui soient productives, mais dans lequel quand même je puisse exprimer quelque chose qui vienne de ma personne et de mon cœur. Donc plus cette notion de jardin, quoi, que de production agricole au sens strict. Et donc pour moi c'était important que dans le jardin il n'y ait pas qu'une vision utilitariste comme on me l'avait enseigné, parce que le monde agricole a été vachement enfermé dans une vision de production stricte. Et il n'y a pas trop de place au rêve hein, quand on est dans des outils de production qui sont classiques, sur un marché classique. Et je vois la plupart du temps, soit ça use les personnes,
au bout d'un certain temps, ça les use moralement et ça les use physiquement, dans mon constat, soit ça évince toute une partie de la population qui potentiellement aurait pu être jardinière, mais quand elles arrivent dans des exploitations où c'est que de la besogne et puis il n'y a pas beaucoup de rentabilité et qu'au bout du compte c'est beaucoup de mécanique, en fait ces gens-là ne sont pas séduits par le métier, alors qu'en fait il peut être très séduisant ce métier puisqu'il touche à la vie et que la vie par essence elle a plutôt intérêt à être séduisante si on ne veut pas être suicidaire. Donc c'était hyper important pour moi, c'est je pense une des raisons pour laquelle je ne me suis pas retrouvé à l'école agricole quand j'avais 15 ans alors que j'adore l'agriculture. Et donc je me souviens de cette phrase d'un prof de zootechnie, puisqu'à l'époque on appelait ça zootechnie, étude technique de l'animal, phytotechnie. Et quand je voyais ce qu'il faisait aux animaux, comme un adolescent de 15 ans, je suis un urbain, moi je ne suis pas né de la campagne, je suis un fils d'ouvrier. Et du coup, j'arrivais naïvement, je lui dis, mais on ne peut pas faire ça aux animaux. Le truc qui vient du cœur d'un gamin, Et je me souviens de cette phrase du mec qui m'a dit, en agriculture, pas de sentiments, Et donc là, ça plombe. Si on peut un peu l'âme d'un poète, ça plombe, Et du coup, le lieu de départ. Donc moi, je suis installé dans la région de Saint-Gaudens. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est ma ferme vue de dessus. Donc il y a beaucoup de serres. J'ai 2500 m² de serre parce que je suis dans un bassin froid et humide. Je pense que j'ai un climat équivalent à la Belgique, avec un caractère continental marqué. Donc je suis sur un climat charnière, et c'est les pires des climats qu'on puisse choisir. Je suis à cheval sur du continental parce qu'à côté de moi, il y a les Pyrénées, pas très loin. Le caractère continental est renforcé par le fait que je suis dans un bas-fond froid et humide, exposé nord-ouest. Et j'ai quand même l'influence océanique, puisque Toulouse est plutôt sur de l'océanique dégradé, parce que Toulouse n'est pas très loin de chez moi. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes dans ces endroits-là, vous avez les défauts des deux climats. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au printemps, j'ai eu une gelée, on avait 3 semaines d'avance par rapport à une saison classique, parce qu'il faisait très doux, donc le caractère océanique était marqué. Il y a eu un refroidissement chez moi, et donc il a fait 2 gelées à -6 sur la floraison de tous les fruitiers. Donc il y a 0 fruit cette année, tout est tombé. Alors que d'autres endroits dans le paysage, pas trop loin de chez moi, en fait, ils n'ont pas gelé, puisque eux, ils n'avaient pas ce caractère continental marqué, Donc je me suis tapé le défaut de l'océanique, c'est-à-dire des départs de printemps tôt, mais sur un océanique, en fait, ça ne se sent pas trop, et ça peut être un avantage, puisqu'on n'a pas ces gelées tardives. Mais j'ai eu la gelée tardive à -6, 2 gelées tardives à -6, ça ne pardonne pas sur du fruit. Fleurs, et même fruits gros comme ça, l'ovaire, il se fait démonter, à -6. Donc il y avait je ne sais pas combien de kilos de fruits, tout est tombé. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de serres, parce que je vends toute l'année. Donc je suis sur une surface totale de 3 hectares, j'en exploite à peu près 1,5 hectare en tout, et j'ai 2500 m² de serre. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah oui, au début quand j'ai commencé, je faisais que 3000 m² en 2000, et puis j'ai monté progressivement. J'ai fait une installation progressive, donc j'ai commencé sur un statut, je ne sais pas si vous avez ce même statut en Belgique, de cotisant solidaire. Donc on n'est pas encore exploitant agricole, donc on n'a pas les cotisations plein pot. Et après, on a quand même le droit de vendre, et progressivement on peut aller vers les cotisations plein pot. J'ai commencé avec 0 emprunt et 0 matériel du coup. Donc beaucoup de travail physique, pas de tracteur, juste un motoculteur que mon père m'avait donné. Un arrosoir, une rampe oscillante, quelques outils, même pas d'argent pour acheter une masse, je me souviens à l'époque. Et je suis près d'une petite ville, mais il n'y a aucun débouché. Et du coup, mes débouchés, ils sont tournés vers Toulouse, qui est une ville assez dynamique, où il y a un potentiel de vente important. On peut facilement vendre sur Toulouse une fois qu'on a une place pour vendre, et à des prix intéressants. La parcelle, c'était une parcelle qui n'avait pas été trop matraquée. C'était une parcelle excentrée par rapport aux paysans qui l'utilisaient. C'était un double actif. Donc il bossait à l'usine, en même temps il gardait la parcelle, la terre familiale. Donc c'était pas trop matraqué. Donc là, moi, quand je l'ai reprise, il y avait eu un trèfle pendant plusieurs années qui avait été élaboré pour l'implantation d'un blé. C'était un itinéraire qu'ils faisaient classiquement. Il n'avait été pas traité, ce blé, puisqu'ils estimaient que ça allait passer. C'est pas passé, ils ont chopé la rouille, il me semble qu'ils m'avaient dit. Et du coup, je suis reparti sur une terre qui était
pas trop dégradée et pas, surtout qui n'était pas chimiquement chargée, quoi. Comme toutes les terres agricoles, elles ont tendance à avoir des taux d'humus très bas, parce que quand même la répétition du travail du sol sur plusieurs dizaines d'années, associée à l'utilisation de chimie qui continue à brûler les humus, quoi, avec des outils qui travaillent de plus en plus profond. Aujourd'hui, en fait, les taux d'humus sont très bas dans toutes les terres agricoles des pays où ça cartonne, quoi. Comme ça, quoi. Donc il n'y avait pas trop d'humus quand même. Donc ça, au début, j'ai commencé dans les marchés locaux, ça ne marchait pas trop. Rapidement, je suis allé vendre sur les marchés de l'Union, de Toulouse. L'Union, c'est un bled à côté de Toulouse, une cité dortoir. Vous voyez, je me suis installé en 2000. En 2003, j'étais sur les marchés toulousains. Tous les installés me disaient « T'inquiète, tu ne vendras pas chez toi. » Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, il faut aller dans les zones de production, les zones urbaines pour pouvoir vendre. Je vends en AMAP, ça a été un grand bouleversement au niveau de la vente. Ça m'a permis d'avoir une visibilité au niveau de la trésorerie. J'ai pu projeter grâce à ça sur le temps. Et du coup, ce système de vente m'a permis vraiment d'être beaucoup plus libre dans mes pratiques culturales. Même si je me suis toujours donné beaucoup de liberté dans mes pratiques culturales. Mais là, j'avais en plus un cadre économique qui me permettait d'être libre dans mes pratiques culturales. Et l'AMAP a certainement beaucoup participé à ce que je puisse progresser dans mes pratiques culturales et arriver à ne pas travailler le sol mécaniquement. Si j'avais été sur un modèle de vente de demi-gros ou de gros, jamais j'aurais pu progresser dans mes pratiques parce que le marché ne laisse pas la liberté de sortir des normes. Alors que quand on est sur des marchés de proximité ou des marchés protégés comme la MAP, avec des AMAPiens qui sont dans un vrai engagement politique, qui ont vraiment envie d'aller vers une agriculture paysanne, il y a une véritable horizontalité, et c'est le cas de la MAP avec qui je travaille. On a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose qui nous permet de développer une agriculture différente. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas négliger là où on vend, quand on s'installe. Le contexte pédoclimatique, c'est ce que j'expliquais, quoi. Donc je suis dans un bassin froid humide. Là, bon, ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mon sol, je suis sur ce qu'on appelle un boulben. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la classification des sols en pédologie. Là, on voit l'évolution d'un sol. Donc on part d'une roche-mère, un schiste, qui s'altère sous l'action physique, chimique et biologique. Progressivement, un sol se crée avec un complexe argilomique qui se met en place. L'activité pédogénétique se situe de plus en plus profond, et comme elle se situe de plus en plus profond, elle ne renouvelle pas la part minérale qui est en surface. Et donc, sous l'action de la pluie, les particules lessivables ou lixiviables sont entraînées en profondeur. C'est le processus naturel d'évolution d'un sol. Le sol, certes, s'épaissit, mais il s'appauvrit en surface en minéraux. Et donc, on bascule progressivement dans ce qu'on appelle des luvisols, ou chez nous, on appelle ça des boulbens. Donc, le luvisol a cette caractéristique d'avoir une zone organique, une zone lavée, lessivée, donc qui a perdu ses carbonates et quelques-uns de ses alcalinotéreux, mais aussi, à un moment donné, il finit par perdre ses argiles. Et on retrouve ces éléments lessivés et lixiviés, on les retrouve en profondeur dans l'ordre de départ. Donc le plus profond, ça va être le calcaire, et au-dessus du calcaire, on a le dépôt argileux. Et donc moi, je suis dans ce type de sol, quoi. Je suis dans ça. Donc j'ai un sol faible en minéraux, très pauvre en argile, et riche en limon pour le coup. Il y a peu de sable, dans la roche-mère, il y avait peu de sable. Donc c'est des sols qui sont d'une faible fertilité, mais qui sont compatibles au maraîchage parce qu'ils ont la qualité d'être limono-argileux. Donc ils sont faciles à reprendre, faciles à travailler, ils ressuient relativement vite. Donc pour le maraîchage, c'est plutôt intéressant comme sol, à part qu'il faut faire attention, il n'y a plus de calcaire, il n'y a plus de minéraux dans ces sols-là, quoi. Et une autre chose où il faut faire attention, c'est que souvent, quand il pleut, l'eau s'accumule sur l'argile qui est hydromorphe, et ça fait ce qu'on appelle une nappe perchée qui asphyxie les sols. Le sol se retrouve asphyxié. Donc il a fallu que je draine le sol pour évacuer cette eau, parce que l'asphyxie, c'est vraiment
un phénomène incompatible avec les sols vivants. Un sol, il faut qu'il respire. Et à partir du moment où la porosité se retrouve remplie d'eau, à un moment T, on a une baisse de l'activité biologique, on a un effondrement, et on a une transformation des matières organiques en vase. Et du coup, c'est pas possible de revenir en arrière, quoi. C'est comme si vous prenez un vin et que vous le transformez en vinaigre, c'est difficile d'en refaire un vin, quoi. Et donc quand on a altéré les matières organiques par des excès d'eau, ça peut être, ça va à l'encontre d'un sol de jardin, quoi. Donc j'ai drainé le sol. Donc le drain, c'est pas compliqué, on pose des drains sur la partie, le haut de la nappe perchée là. Et du coup, l'eau quand elle tombe, elle glisse dans le drain et elle s'évacue dans le ruisseau, quoi. Donc pour moi, un jardin, avant de parler de maraîchage au sens strict du terme, les dates de semis, les implantations, les besoins des plantes spécifiques, les températures et tout ce qui s'en fout, il y a un vrai aménagement du lieu. Donc c'est super important pour moi, tant au niveau moral, d'avoir un lieu dans lequel on se sente bien, parce qu'on y passe la journée et toute sa vie. Moi j'y habite sur place. Donc il faut se sentir bien dans le lieu dans lequel on travaille, parce que le maraîchage est souvent un espace, l'agriculture en général, où comme on ne connaît pas grand-chose au vivant, et que le vivant est très complexe, on fait souvent plein de conneries, on les fait avec beaucoup de cœur, on les fait avec beaucoup de désir, mais on fait des conneries, et ces conneries, ça paye pas, même ça amène ce qu'on appelle des échecs, à gogo. Et ce qui fait que moralement, il faut pouvoir se l'enquiller, économiquement, il faut pouvoir se l'enquiller, mais souvent c'est moralement où c'est le plus dur à enquiller, parce qu'en fait, Narcisse frappe, ce qu'on a fait n'est pas beau, et ça se voit de suite. Et du coup, en tous les cas, moi, ça m'affecte, et je vois tous mes copains qui sont maraîchers, tout le reste, si une culture va mal, eux, ils vont mal aussi, quoi. Donc si on n'a pas un lieu dans lequel on se sent bien, un lieu dans lequel on a envie d'aller et qu'il y a un peu du gratuit, des fleurs, des machins, pour moi, c'est d'autant plus dur à porter moralement sur le temps les échecs. Donc il y a à la fois cet aménagement qui permet de créer un lieu dans lequel on va créer une matrice propice à l'installation des légumes. Donc on va créer une fertilité qu'on va amener à une certaine fécondité qui va être la création d'un jardin. Donc on va pouvoir installer son jardin dans un lieu. Un jardin, c'est un biotope particulier. C'est un biotope qui n'existe pas dans la nature. C'est un biotope qui est inventé par l'homme pour y mettre des plantes qui ont été inventées par l'homme. Donc vous ne trouverez pas un milieu naturel propice naturellement à la production de légumes. Il va falloir le créer, ce biotope. Et donc le légume, on verra plus tard, a des besoins qui lui sont propres, et si vous ne répondez pas à ces besoins, et les besoins, ce ne sont pas que des besoins liés au sol, c'est des besoins liés à un environnement plus large. Donc l'aménagement du lieu, c'est super important. Moi, j'ai installé, donc depuis 2012, dans la construction du lieu, j'ai installé ce qu'on appelle l'agroforesterie fruitière. Là, on voit les haies fruitières. C'est un plan avec les haies fruitières à l'intérieur du jardin. Toutes les marques rouges en biais sur les paies, là, tous les paies, c'est les haies fruitières à l'intérieur. Ça permet, l'agroforesterie va permettre d'amener une forme de climatisation à l'intérieur du jardin. L'arbre va jouer sur la fertilité de l'air et va créer un environnement dans lequel le vent va être calé. Et du coup, les variations de température vont être moins importantes. Donc on va avoir quelque chose de plus constant. Si vous prenez l'activité maraîchère associée à la serre, l'activité même de la serre, c'est de créer une constance optimale pour la production du légume. C'est pour ça qu'on bâtit un bâtiment autour du légume, qui est souvent très coûteux, qui mobilise beaucoup d'argent. C'est parce qu'en fait, avec ce bâtiment, on va pouvoir créer un espace optimal en termes de température et d'humidité, et de lumière, et souvent de teneur en gaz carbonique à l'intérieur de la serre, quand c'est sophistiqué, pour que la plante pousse. Parce que la plante, elle a un zéro végétatif, un maximum de végétation. En dessous de ce zéro végétatif, elle ne pousse pas. Au-dessus de ce maximum, elle ne pousse pas. Mais plus elle est proche des extrêmes, et plus elle pousse mal, avec des risques physiologiques qui entraînent du parasitisme, des maladies. Et donc l'optimal se situe au milieu de ces deux extrêmes.
Le bâtiment serre, lui, il permet de créer ça. Et du coup, l'idée d'installer des arbres à l'intérieur du jardin, c'est de créer un bâtiment végétal autour de la plante, et pas un bâtiment minéral, on va dire. Parce que je crois énormément que, en fait, le végétal, pour nous, les humains, c'est notre véritable allié, quoi. Et qu'il est vraiment, pour demain, une grande source d'espoir face à toutes les problématiques auxquelles on est confronté, qui sont la répartition des richesses, l'environnement au sens dégradation du climat, la possibilité d'avoir de la bouffe, du matériel. La plante, c'est une graine, une bouture, un sol, on la pose, et après, Dieu fait le reste. Ça pousse, si on est capable d'aménager bien au lieu. Et donc, il y a un potentiel d'aménagement de la société au travers de la plante qui est phénoménal quand on commence à réfléchir au génie de la plante. Et on peut se rendre compte vite qu'avec la plante, ça va au-delà de juste la productivité. Il peut y avoir vraiment un affranchissement pour moi du diktat capitaliste, puisqu'en fait, on n'est pas sur de l'extraction minérale qui nécessite des flux de matière, mais avec la plante, on a quelque chose qui est produit sur place. Et donc le fait qu'il soit produit sur place, vous imaginez dans le contexte actuel où la plupart des produits qu'on a viennent d'ailleurs et ça occasionne des marchés de spéculation et tout le reste, si on produit la plante à l'endroit où on vit et qu'on crée un milieu grâce à la plante dans lequel les richesses sont produites, vous jouez plus que sur votre confort, vous jouez sur toute la société, quoi. Donc c'est un peu ce que j'en déduis, je vais peut-être un peu loin par rapport à l'agroforesterie, mais c'est un peu ce que je pense dans le génie de la plante, à quel point ça peut être très fort de maîtriser le vivant, pas au sens de le dominer, mais de co-créer avec lui, parce qu'on peut vraiment créer des espaces de société dans lesquels on peut repenser jusqu'à notre lien social à l'autre, notre vision politique, ça peut aller très très loin, quoi. Du coup, là, sur la photo, on voit c'est sous serre. Sous serre, j'ai mis des vignes sur les supports de culture. Et donc, j'ai occulté légèrement la lumière qu'au zénith. Et du coup, le soleil du matin et le soleil du soir, ils pénètrent à l'intérieur. L'année dernière, ça c'est une photo de l'année dernière. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien, mais en haut, on voit les grappes, on voit que la vigne est déjà bien développée. C'est que du raisin de table européen que j'ai à l'intérieur des vignes, à l'intérieur des serres, parce que chez moi, il y a une forte pression du milieu, très très forte pression du milieu, donc la vigne en plein champ, ce n'est pas la peine. Elle meurt de suite. Et du coup, là, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, un muscat blanc, je pense, et vous voyez les grappes et la charge qu'il peut y avoir. Donc, non seulement on climatise la serre, mais en plus, on accroît la productivité, puisqu'on a deux zones de production, le sol et la partie qui, normalement, n'est pas quoi. Je double ma surface de serre. Et donc, l'année dernière, en termes de lumière, là, on a le haricot qui est dessous, le haricot à rame. Mais le haricot à rame, il n'a pas du tout filé ni rien. La production a été équivalente que s'il n'y avait pas la vigne au-dessus, quoi. Et après, en termes d'esthétisme, pour moi, c'est vachement plus joli parce qu'on rentre dans un truc, c'est un peu jungle, quoi. Il n'y a plus que du végétal à l'intérieur de la serre. Et donc, je suis assez content de ça. La pression racinaire est faible. En fait, la vigne a tendance à tracer. Je les ai cernées en bordure, pour éviter qu'elles ont quand même des racines traçantes sur le côté, donc je les ai cernées à la bêche pour les faire descendre le maximum. Et pour l'instant, il n'y a pas de concurrence sur les plans voisins. Je ne sais pas si vous voyez, au fond, vous voyez le haricot. Et donc le pied de vigne, il est de ce côté, je pense. Et le haricot, il n'y a pas de zone de concurrence racinaire. Pour l'agroforesterie, c'est super important d'avoir les variétés qui soient compagnes avec nos plantes et pas concurrentes. Donc il faut faire attention à la génétique des plantes et à leur port plus tard, pour pas qu'elles concurrencent au niveau des racines et au niveau de la lumière, quoi. Ça fait combien de temps que tu les as mises? Les vignes là, ça fait pas si longtemps. La vigne, j'ai dû la mettre en l'hiver 2013. Non, l'hiver 2014, celle-là, elles sont. Tu vois, donc ça refaisait, c'était en 2016, ça faisait leur troisième été. Ouais. En fait, on voyait sur le plan d'implantation des haies fruitières dans Regarde. le terrain.
Ouais. Elles sont dans des axes d'orientation Oui. assez différents en fait. En fait, là, il y a une erreur il y a eu une erreur de reprise. Elles sont toutes dans cet axe-là. Ah ouais, Et c'est très rouge, en fait, ce sont les serres. Elles sont toutes nord-sud, en fait. Là, c'est parce que ça a été mal retranscrit, en fait. Tu vois, il y a une erreur. C'est super, enfin, c'est très important, surtout moi, je suis en bas-fond nord-ouest. Donc, le bas-fond nord-ouest, c'est la plus mauvaise exposition pour faire du maraîchage d'arboriculture. Parce que, déjà, l'effet de bas-fond, vous avez un effet de refroidissement. L'air chaud a tendance à être léger, donc il remonte en haut des collines et l'air froid glisse en bas. Et du coup, le bas-fond, en fait, ce que vous avez avec l'eau, vous l'avez avec l'air. L'eau glisse et va se mettre en bas de pente, et l'air fait pareil, il glisse, il va se mettre en bas de pente. Donc moi, j'ai des grands écarts de température entre le zénith et, je ne sais pas qu'on appelle le minuit, même pas le 5 h du matin, quoi. Entre 4 h de l'après-midi et 4 h du matin, vous avez des écarts de température qui peuvent être de, je sais pas, moi je peux monter à 33 et descendre à 10-12 degrés des fois, où je ne sais pas comment ça se produit, mais en tous les cas, ça se produit, quoi. Et on sent vraiment le courant d'air glisser, en fait, sur le petit ruisseau qui passe en bas, là. Donc le nord est là, donc la vallée est plutôt exposée nord, ici. Et du coup, vous sentez l'air froid là, qui glisse sur le jardin. Mais vraiment, c'est quasi presque par moment un courant d'air en soirée qui vous fait presque bouger les cheveux. D'air froid qui glisse et qui balaye tout le jardin, quoi. Et donc ça, c'est mortel. Ça, les légumes, ils ont horreur de ça. Il leur faut une constance. Les mecs en hydroponique, s'ils arrivent à faire 500 000 tonnes de tomates à l'hectare ou 900 tonnes de concombres, c'est parce qu'ils créent une constance dans leur serre. C'est un des grands facteurs de la productivité. Donc quand vous avez des bassins comme ça, super froids et humides, vous n'êtes pas vraiment... Et après, pour les fruits, c'est pareil, quoi. Les fruits, je les tardive, j'ai flingué. J'ai un verger en haut, il devait y avoir au moins 5 tonnes de pommes, potentiellement. Ça avait tout collé, tout est par terre. Il reste 2 pommes, surtout. Et toutes les fruitières, tout est tombé. Les fraises sont fait démonter et une partie des petits fruits. Les petits fruits, pour geler, il faut y aller. Une partie du cassis, les groseilles, elles n'ont pas morflé, quoi. Et du coup, ensuite, le fait d'être en nord-ouest, il y a un autre problème, c'est que le nord-ouest, en fait, vous avez l'angle d'ensoleillement, il est comme ça, en fait. Et donc, 1 mètre carré de soleil diffus, quand il touche le sol, c'est 1,5 mètre et demi ou 2 mètres carrés. Donc, la quantité de calories qui impacte le sol est inférieure au versant sud, où c'est l'inverse, où il y a une concentration de la chaleur. Ça crée un point. Donc, il y a moins de chaleur qui va réchauffer le sol. Donc, c'est un facteur limitant. Et ensuite, autre problème, quand vous êtes en bas-fond, vous avez le cône d'ombre des collines qui fait que je ne vois jamais le lever de soleil et jamais le coucher de soleil. Donc toutes les fréquences de lumière du matin, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, le matin le ciel est rouge et le soir le ciel est rouge. C'est parce qu'en fait l'angle d'attaque du soleil fait qu'on n'a pas la même nourriture lumineuse le matin que le soir. Et comme tout est coévolutif dans la nature, en fait les espèces, elles ont évolué avec ces paramètres-là. Or, l'impact de lumière du matin impulse le réveil de la photosynthèse. Et du coup, si vous n'avez pas ce réveil du matin, mais en fait, les plantes sont beaucoup plus feignantes, elles métabolisent beaucoup moins. Elles ont moins de chaleur, elles ont eu plus froid la nuit. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Là. Pour faire du maraîchage, c'est vraiment l'endroit à pas se coller, quoi. C'est le truc. Heureusement, j'avais un boulben. J'avais un sol léger et j'ai de l'eau à gogo. J'ai de l'eau, je peux arroser sans problème. Chez moi, c'est quand même, il faut de l'irrigation. Je ne sais pas ici s'il faut beaucoup d'irrigation en été, mais chez nous, il faut de l'irrigation pour faire du maraîchage. On ne peut pas imaginer du maraîchage sans irrigation, quoi. Le maraîchage pluvial, ça va se limiter à la pomme de terre. Dans les bonnes années, peut-être la courge va passer, mais après, le reste, on oublie, quoi. Et du coup, pour revenir, voilà, ça c'est un peu l'environnement pédoclimatique. Et donc, c'est d'où l'idée de mettre ces arbres. J'espère que progressivement, je vais réussir, pas à inverser. Il faudrait que j'inverse les pôles, quoi, pour pouvoir vraiment être en sud-est. Mais sinon, en nord-ouest, c'est foutu. Je ne changerai pas cette génétique. Elle est là, elle est acquise. Mais peut-être qu'en introduisant du végétal autour, on pourra limiter les masses d'air, la circulation, et qu'il y ait moins d'écart de température entre le jour et la nuit,
et que la plante ait une certaine forme de constance. C'est un peu mon espoir, quoi. L'autre intérêt de l'agroforesterie, c'est de créer ce qu'on appelle des couloirs écologiques. Ça permet la circulation des animaux à l'intérieur du jardin. Donc tout le tour, j'ai une haie bocagée, une belle haie bocagée qui borde les rivières. Et mes haies fruitières touchent quasiment ces zones sauvages. Et donc du coup, pour tout ce qui est animal, quand il y a ces haies fruitières transversales, en fait, il y a une meilleure circulation de la vie à l'intérieur du jardin. Ensuite, ça crée ce qu'on appelle aussi, soi-disant, mais je pense que c'est vrai, ce qu'on appelle des écotones, c'est des zones de lisière, les haies fruitières. Donc dans les milieux vivants, enfin dans les milieux paysagers, les endroits où il y a le plus de synergie et donc le plus de biodiversité, c'est les zones de lisière en fait. Si vous avez une prairie et une forêt, vous avez deux milieux différents. La rencontre entre la prairie et la forêt, vous avez une synergie entre les deux qui fait apparaître des espèces nouvelles. Et du coup, vous avez à la fois les espèces de forêt, à la fois les espèces de prairie et à la fois des espèces liées à la lisière. Et donc, on fait exploser le vivant. Donc, quand on installe, comme je veux faire, des fruitières qui seront alvéolaires à terme, puisque je veux y installer de la vigne en hauteur, là j'ai commencé à poser les treilles pour essayer de faire monter de la vigne dessus. Et du coup, j'espère recréer des milieux où il y a une grande force du vivant qui peut s'exprimer, quoi, tout en créant le climat. Et après, l'autre intérêt de la haie fruitière, c'est introduire des plantes ligneuses. Donc l'arbre est une plante ligneuse, vous avez les herbacées et les ligneuses. Donc plutôt annuelles, moi les herbacées, et plutôt vivaces les ligneuses. En fait, vous avez ce qu'on appelle dans le sol une toile mycorhizienne. Donc les mycorhizes des plantes sont interconnectées entre elles indépendamment des espèces. A priori, d'après ce que j'ai compris. Moi, je ne suis pas scientifique, mais c'est ce que j'ai compris, quoi. Mais il y a des incompatibilités d'espèces qui vont être les arbres de forêt et les milieux prairials. En fait, il y a des incompatibilités de mycorhizes parce que ce sont deux biotopes radicalement différents. La prairie et la forêt sont deux biotopes radicalement différents. Et du coup, ils n'ont pas évolué ensemble, ce qui fait que les mycorhizes ne s'associent pas. Mais il y a des plantes de lisière, ce qu'on appelle les rosacées pionnières, celles qui sont les prémices de la forêt. La forêt regagne sur la prairie, et on a ce qu'on appelle les rosacées pionnières. Donc on en connaît une très très bien, c'est la ronce qui gagne, mais c'est aussi la fraise, et c'est tout. La plupart de nos fruitiers sont des rosacées, quoi. Donc si vous prenez la prune, la pomme, la cerise, ce sont des rosacées. Et du coup, moi, mes fruitières, elles sont composées de fruits à pépins. Et donc, ces fruits à pépins, pommes, poires, coings et nachis, en fait, c'est une rosacée. Et du coup, la rosacée, la mycorhize de la rosacée, apparemment, peut se connecter avec la mycorhize des arbres de forêt, quoi. Et se connecter aussi avec ceux de la prairie. Donc, quand on introduit des rosacées cultivées ou qu'on maintient des rosacées pionnières type ronce en bordure des haies, en fait, on permet de créer un domino qui va maintenir un lien entre la toile mycorhizienne installée par ces légumes et par ces engrais verts et la toile mycorhizienne qui est associée à la forêt, quoi. Et donc on crée des liens dans le sous-sol qui sont assez hallucinants, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Les soviétiques avaient fait des recherches sur les mycorhizes et du coup ils ont placé une souris avec du phosphore radioactif à l'intérieur. Ils l'ont posée en bordure d'une prairie, donc je ne sais plus à combien de mètres, et ils ont tracé le phosphore qui se déplaçait dans la prairie et ils l'ont retrouvé à plusieurs centaines de mètres quelques semaines après, quoi. Et donc ce phosphore, il a circulé par les mycorhizes. Et du coup, les déplacements de particules à l'intérieur du sol, donc des particules minérales, mais aussi des particules informatives, puisque la sève la plante va à la fois extraire de la mycorhize des minéraux, mais nourrir le mycorhize de sucre. Et du coup, en nourrissant le mycorhize de sucre, elle va le nourrir aussi de brins d'ARN qui auront été produits dans la journée
pour synthétiser des protéines associées par exemple à une réaction à un puceron. Et donc quand la plante envoie ces brins d'ARN dans le sol, en fait, ces brins d'ARN peuvent être, puisqu'elles sont interconnectées, peuvent être pompés par une autre plante un peu plus loin. Et du coup, il y a un ensemble de messages qui se font entre les plantes au travers des mycorhizes par ces brins d'ARN. C'est un des constats qui a été fait. Donc, soi-disant, la tomate pourrait émettre jusqu'à 1500 brins d'ARN différents qui pourraient être connectés. Autre chose qui se passe par rapport à cette toile mycorhizienne et que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu dire, c'est que le flux de sève à l'intérieur d'une plante est proportionnel de sa taille, parce qu'il est associé à l'évapotranspiration. Un arbre, il évapotranspire énormément d'eau. Et plus il est gros, plus il évapotranspire d'eau. Par contre, une salade, elle évapotranspire moins d'eau, et du coup, le flux de sève est moins marqué à l'intérieur. La salade, on peut l'imaginer, elle est branchée sur la toile mycorhizienne, qui est associée avec les différentes plantes, et qui va être associée avec les rosacées pionnières, et qui va être associée avec un gros arbre de forêt. Ce qui se passe, c'est que quand le soleil monte dans le ciel, en fait, la sève a tendance à monter dans l'arbre ou dans les plantes parce qu'il y a un effet d'aspiration de la sève vers les hauteurs. Et du coup, l'arbre, lui, en fait, il a un effet de succion qui est beaucoup plus fort que la salade. Et comme il est branché sur le tissu mycorhizien, mais il tire les éléments nutritifs très loin à l'intérieur du paysage. Il va les chercher très loin, mais c'est comme s'il y avait une canalisation d'eau et à un moment donné, la salade, elle ouvre le robinet, elle prend un peu de ce qu'elle a besoin. Et du coup, le soir, à l'inverse, la sève nourricière descend à l'intérieur de la toile mycorhizienne et va nourrir les mycorhizes, et du coup va être projetée d'autant plus loin que cette toile mycorhizienne est associée à des arbres vieux, quoi. Donc un vieil arbre, à l'intérieur d'un paysage, on devrait interdire de le couper. Parce qu'en fait, vu sous cet angle-là, le vieil arbre apparaît, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce mouvement de poum, poum. Moi, ça m'a fait penser de suite au cœur, quoi, à l'intérieur d'un organisme vivant. On a vraiment le sentiment que l'arbre, il y a un effet de battement cardiaque à l'intérieur du paysage qui est associé au mouvement du soleil. Donc le soleil est aussi associé dans la tradition au cœur, quoi. Et vous avez ce battement cardiaque qui se fait dans le paysage, où grâce à ça, si on considère le paysage comme un organisme en lui-même, en fait, et que chaque entité est une cellule, elle va être hydratée par la richesse produite par tous. Et donc, bon, ouais, c'est... et là, on rentre pour dire que, en fait, la vision sociétale darwinienne de la survie, elle est idiote, quoi. Parce que là, on se rend bien compte que c'est de la sécurité sociale plein pot, quoi. C'est de la répartition de richesse qui se fait dans un battement collectif et qui va profiter pas forcément à celui qui a donné le plus, mais qui profite à celui qui en a le plus besoin, quoi. Et du coup, d'où l'intérêt, à mon sens, de maintenir une haie bocagère qui soit avec des vieux arbres et surtout pas aller couper les vieux arbres. J'ai des vieux peupliers, on les voit au fond, qui sont derrière. Les racines ont tendance à rentrer dans le jardin et créer une vraie concurrence. Donc une des solutions serait été de le couper et de vendre l'arbre. J'ai préféré louer une mini-pelle et péter les racines en bordure du truc pour protéger et garder encore l'effet de la racine sous ces mycorhizes qui iront plus loin, quoi. Et le peuplier, il s'en fout, il perd 3-4 racines en surface, il en a plein qui passent dessous. Il a les pieds dans l'eau, il n'a même pas senti le coup passer, quoi. Et donc, quand on coupe un arbre, il faut vraiment anticiper, quoi. C'est souvent 70 ans, 80 ans, 100 ans. On ne le reverra pas au même âge, quoi. Donc ça, c'est l'idée de l'aménagement au travers de l'arbre. Autre paramètre qui est super important, c'est la gestion de l'eau à l'intérieur d'un paysage. Il ne faut surtout pas avoir des zones d'inondation. À l'intérieur d'un jardin, il faut anticiper la problématique de l'eau, parce que sinon on se retrouve avec des zones inondées, des zones asphyxiées, et ça va à l'encontre de la dynamique des racines.
Donc j'ai installé un ensemble de mares qui collectent l'eau des serres, les eaux d'écoulement, qui me permettent à la fois de faire des milieux mouillés, qui vont renforcer la synergie des milieux. Donc grâce à ça, on va produire des insectes que l'on ne connaît même pas, parce qu'une partie de leur vie, elle se passe dans l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, en fait, ils ne seront jamais sur le milieu. Et en même temps, ça crée des zones de, comment il s'appelle, des zones agréables, hein, qui donnent un caractère, on va dire, esthétique à l'intérieur du jardin et qui permettent de créer un lieu dans lequel on se sente bien. Et du coup, avec l'eau, eh bien, on peut faire plein de choses, quoi. Là, là, j'ai les mares à dessert, et en fait, là, c'est le passage où je passe avec le tracteur, quoi, à l'intérieur, en plein milieu du jardin, quoi. Donc, c'était une mouillère. Je me suis dit, ben, je vais, plutôt que de canaliser l'eau et de l'envoyer directement dans le ruisseau, je vais renforcer le défaut du coin et et le transformer en qualité, quoi. Après, l'important, c'est de ne pas produire, à mon sens, que des espèces commercialisables. Et donc, la fleur et amener des plantes à fleurs, c'est super important. Parce que ça permet, je veux dire, il y a beaucoup d'insectes qui se nourrissent avec le nectar et le pollen des fleurs. C'est des protéines et des sucres très fins. Et du coup, il y a des stades dans l'évolution des insectes où ils peuvent se nourrir que de nectar, quoi. Ils se nourrissent plus de... un papillon, il va plus se nourrir que de nectar à un moment donné. Et donc, la chenille va se nourrir de feuilles, mais le papillon va se nourrir de nectar. Et du coup, s'il n'a pas de nectar, eh bien, une fois qu'il est papillon, il va crever, quoi. Il va se barrer ailleurs, quoi. Et pourtant, on aura besoin, à un moment donné, de cette espèce pour quelque chose, ou pour nourrir autre chose. Donc, plus on crée de biodiversité, à mon avis, à l'intérieur d'un milieu, plus les systèmes de production vont être simples et simplifiés. Et moins on aura besoin d'assistance technique. Donc, je pense que plus on crée du complexe, et plus les techniques pourront être simples de mise en place des cultures. Par contre, plus on simplifie le milieu, et plus les techniques vont devenir pas complexes, mais compliquées. Parce qu'il va falloir tout porter, tout le temps. Les traitements phyto, l'irrigation, la nutrition, le maintien de la température. Et ça va entraîner un coût, une dépendance à l'industrie, de la technicité à outrance, de la spécialisation. Alors que plus on crée de la complexité, plus on peut aller vers des systèmes très diversifiés, quoi.